t'arrives, tu te sensibilises un peu plus aux NFT, notamment par tout ton parcours et toute ton histoire un peu avant chez Ledger, en tant que collectionneur, etc. Et tu crées Grail, Grail Partners, Grail Capital, C'est Grail Capital, ouais, je sais pas, le nom effectif c'est Grail Grail Partner, Capital. ouais. Grail Capital, pardon, et Grail Partner c'est un autre truc. Ok. Et donc Et Grail du coup, est-ce que Capital. tu peux un petit peu nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Ouais. En fait, il faut toujours partir quand. Alors, il y a beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs ou qui vont peut-être devenir des entrepreneurs. Il faut toujours partir d'un problème et il faut toujours partir d'une solution qu'on espère avoir à ce problème. Mais ce qui compte vraiment, c'est le problème. Et donc, moi, le problème que je voyais dans ce marché de l'art digital on-chain, c'est qu'en fait, c'était un marché qui était uniquement, entre guillemets, dans la sphère crypto. Avec, et encore pas toute la sphère crypto, une petite partie de la sphère crypto qui était dans les NFT. Et donc je me suis dit, ok, est-ce que ce truc-là a vocation à rester juste un petit truc de niche? Ou est-ce que comme le street art ou d'autres mouvements artistiques, ça a vocation à être mondial et être quelque chose qui va intéresser des millions de personnes dans le monde dans les années à venir? Et forcément, ma réponse est plutôt la deuxième. Donc c'est à la fois une technologie, mais c'est aussi un mouvement culturel qui pour moi va concerner des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans les années à venir. L'art digital, enfin la culture digitale enfin, sous format digital, c'est-à-dire au travers des NFT. Pour moi, c'est comme Internet en 95-97, tu vois, c'est sûr que ça va contaminer nos vies et nous impacter beaucoup. Bah là, de la même façon, je pense que la culture et l'art en général vont trouver le format idéal, le médium idéal pour être créé et distribué de façon mondiale et immédiat. Au contraire d'une œuvre physique qui a toujours des limitations sur le plan logistique. Tu vois, quand tu es collectionneur de, je sais pas, bah, même d'un tableau, tu vois, tu achètes un tableau, je sais pas, dans une galerie à New York, tu habites à Paris, entre le moment où tu achètes, le moment où tu fais le virement, le moment où les mecs ils emballent, le moment où Les tu reçois le taxes. truc, mais les taxes, les douanes, etc. Mais je te raconte pas, la friction, c'est énorme. Et donc voilà, donc pour moi, cette immédiateté, le fait que le terrain de jeu il est mondial, à la fois côté créateur et côté collectionneur, qu'il n'y a plus de frontières, vraiment c'est Internet de la valeur culturelle, quoi. Donc pour moi, j'étais vraiment convaincu de ça. Donc je suis parti de cette vision. Et par contre, j'étais parti du problème qu'effectivement, il y avait beaucoup, enfin, que finalement, les acteurs qui étaient dans ce secteur-là n'étaient que des initiés, que des gens qui étaient de la crypto. Et je me dis, c'est dommage. Donc, ma mission, ça a été de se dire, voilà, il faut amener plus de collectionneurs, entre guillemets, traditionnels, plus d'institutions, donc des musées ou des fondations ou des fonds de dotation, ce qu'on appelle, ou des choses comme ça, pour permettre à ces structures-là de commencer des collections d'art digital on-chain, donc de NFT, et voilà, et donc les accompagner à la fois sur le conseil, donc ça c'est plutôt concrètement, on a une mission en cours avec une banque privée pour laquelle en fait ils veulent créer une collection, donc un peu comme tu as, je sais pas, JP Morgan ou Deutsche Bank qui a des collections d'art contemporain, ils nous disent ok, voilà notre budget, conseillez-nous sur qu'est-ce qu'on doit acheter pour que notre collection elle réponde à tel et tel critère, à la fois sur le plan culturel et sur le plan financier, entre guillemets. C'est-à-dire qu'idéalement, ils voudraient bien que cette collection, elle vaille quelque chose dans quelques années. Ils ne demandent pas à ce qu'il y ait une plus-value particulière, mais ils demandent au moins que les valeurs se maintiennent. Et donc ça, c'est d'un côté la partie plutôt conseil. Et après, la partie investissement, on est uniquement, encore une fois, donc désolé pour le grand public, s'il y en a qui veulent souscrire, ce ne sera pas possible. On s'adresse uniquement à des investisseurs institutionnels, donc on parle d'investisseurs qui vont mettre des tickets en général de 100 000 dollars et plus, et pour lesquels on crée des produits d'investissement assez classiques, hein, avec en fait on crée des collections, et ensuite on achète les œuvres au sein d'une structure type un fonds, et ensuite en l'occurrence d'un SPV, ce qu'on appelle un Special Purpose Vehicle, et ensuite on a donc des investisseurs externes qui vont mettre de l'argent et qui vont devenir copropriétaires de la collection. Par rapport aujourd'hui à tes clients, est-ce que c'est tous des enfin, est-ce que c'est à chaque fois des institutions, des professionnels qui collectionnent déjà de l'art et qui veulent s'exposer aux NFT? Ou est-ce qu'il y en a juste qui ne collectionnent pas d'art et se mettent directement à l'art digital? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, non. C'est que des gens qui collectionnent. Alors, le portrait robot, ou entre guillemets, de ce genre d'investisseurs, c'est des gens ils collectionnent de l'art, déjà. Ça, c'est impératif. J'ai aucune personne ou aucune entité pour lequel le donneur d'ordre n'est pas un collectionneur d'art. Donc, ça, c'est le premier Ok. point. Il faut qu'il Donc collectionne t'as des l'art. Il faut qu'il interlocuteurs qui sont hyper qualifiés en face. alors, ah ouais, en général, sur l'art contemporain, ouais, il y en a certains, c'est des gens qui ont enfin, c'est des gens ou des structures qui ont effectivement bah, je sais pas, des Warhol, des Basquiat, enfin, tu vois, des trucs de très haut niveau. Donc, c'est des gens qui aiment Costaud. l'art, qui collectionnent l'art et surtout qui considèrent l'art comme à la fois une valeur culturelle et une valeur économique, donc finalement qu'une classe d'actifs. Ensuite, le deuxième sujet, c'est qu'il faut qu'ils aient effectivement
un intérêt, on va dire, pour les choses un peu nouvelles, les choses technologiques. Faut pas que ce soit les gens, tu sais, quand tu leur montres un téléphone portable, ils font ah non, surtout pas, ou alors tu leur montres un site web, ils te disent oh, je sais pas comment m'en servir. Faut quand même qu'il y ait une sorte qui soit un petit peu ce qu'on appelle tech savvy en anglais, donc qu'ils aient un minimum qu'ils soient un peu à l'aise avec la technologie. Et le troisième point, parce qu'à la fin, les NFT, c'est des actifs qui sont sur les blockchains publiques, donc ça veut dire que c'est de la crypto. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient, par rapport à la crypto, qu'ils soient de neutre à positif. Pas forcément tous des Bitcoin maximalistes ou des Ethereum maximalistes, mais il faut qu'ils aient un niveau d'appréciation par rapport à ça qui font qu'encore une fois, ils sont à l'aise avec ça, et en tout cas que ça les rebute pas. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a souvent malheureusement un croisement avec l'âge des personnes, c'est-à-dire qu'en général, quand je suis sur des personnes qui ont moins de 50 ans, et je ne vais pas faire de jeunisme, mais en général, quand le décisionnaire il a moins de 50 ans, bah, ça se passe un peu mieux que quand le décisionnaire a un peu plus de 50 ans, où là, effectivement, on peut se heurter souvent à des approches très négatives à cause de cette dimension crypto. Et c'est quoi un petit peu les interrogations que ces personnes ont quand elles s'intéressent aux cryptos? C'est quoi les plus gros préjugés, clichés qu'elles peuvent avoir et Je vais à pas, quel je vais point pas tu te lire. les aides à Je vais pas te démystifier lire. ça? Alors, là-dessus, en fait, je suis désolé, je suis assez direct. Donc, c'est-à-dire justement, en fait, ce que je t'ai Ok. dit là sur les trois critères, quand je sais que le troisième ne marche pas, c'est-à-dire que les gens, ils aiment pas la crypto, je suis pas là pour les convaincre parce que À je sais que c'est plus. quasiment, c'est de l'ordre du religieux, si tu veux. C'est C'est une des perte choses de qui temps. discutent pas. Ouais. Et donc, non, puis c'est pas mon job, tu vois. Donc, pour moi, effectivement, si je sais que ces Ok. gens-là, ils aiment pas la crypto du tout et que ces gens, machin, donc, mais fine, je veux dire, on peut pas reprocher. Je leur en veux pas, mais je dis non, non, on n'en parle pas et on fait autre chose. Et par contre, pour répondre à ta question, parce que j'avais pas comment fini de répondre, c'est qu'en fait, tu me demandais l'origine. En fait, ce qui est intéressant dans les premiers investisseurs qu'on a eus, en fait, il y a une répartition à peu près égale entre les gens qui avaient déjà collectionné de l'art digital eux-mêmes, donc qui avaient déjà, déjà Ok. investi, déjà collectionné, et une autre population qui, eux, avaient de l'art physique en assez grande quantité, mais par contre qui commencent finalement leur voyage dans l'univers de l'art digital on-chain, donc des NFT, avec Grail Capital, et on est particulièrement fiers de ça, parce que justement, ça répond à la mission que j'ai donnée au début, qui est de faire rentrer des nouveaux collectionneurs, faire rentrer de nouveaux musées, faire rentrer de nouvelles institutions, et donc finalement grossir le marché avec des nouveaux acteurs qui ne sont pas encore des collectionneurs en titre vif, ce qu'on appelle en direct sur le marché, mais qui vont le devenir. Parce que forcément, en fait, on leur explique, on passe beaucoup de temps à leur expliquer, on produit beaucoup de rapports aussi expliquant la valeur culturelle, pourquoi est-ce que telle œuvre est déjà importante d'un point de vue histoire de l'art, pourquoi celle-là est mieux qu'une autre. Et donc on participe aussi un peu à leur éducation. Et donc je sais que certains vont commencer eux-mêmes à acheter leur propre NFT à côté des structures de fonds qu'on fait pour leur propre collection personnelle, on va dire. Et quel est l'intérêt pour eux de collectionner de l'art, que ce soit digital ou physique? Est-ce que c'est par pur plaisir? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est pour, je sais pas, pour des raisons fiscales? Quelles sont un petit peu les motivations pour ces acteurs-là de se positionner? Alors, sur l'art classique, et d'ailleurs ça s'appliquera beaucoup sur l'art digital aussi, le côté fiscal, pas tellement, parce qu'en plus, moi, la plupart des LPs que j'ai, c'est pas des investisseurs français, donc il n'y a pas les sujets, tu sais, de défiscalisation de l'art ou quoi, il y a des pays où ça n'existe pas, il y a d'ailleurs beaucoup d'autres pays pour lesquels ça n'existe pas. Euh, donc non, il y a deux sujets principaux, c'est le côté, ce qu'on appelle signification culturelle en anglais, enfin, c'est un terme générique qui veut dire en fait faire partie de l'histoire de l'art, se dire que voilà, on a contribué, qu'on est détenteur d'une partie de l'histoire de l'art. Les gens qui aujourd'hui achètent un Banksy, je sais pas, 5 millions ou 10 millions, ce qu'ils achètent, c'est un moment de l'histoire de l'art, du street art, alors que cette même œuvre, ils auraient pu l'acheter il y a 15 ans, 20 000 euros. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un narratif, il y a une histoire, il est devenu connu, beaucoup plus connu qu'il n'était à l'époque. Et donc les gens veulent ça, en fait. Ils achètent une part de l'histoire, finalement, et c'est très humain de faire ça. Donc ça, c'est plutôt le côté culturel. Et après, le côté économique, bien sûr que ça compte, puisqu'en plus, on parle la plupart du temps d'institutions ou de family office ou de banques privées. Donc c'est des gens qui ont effectivement une finalité économique. Ils ne demandent pas forcément à faire des returns hyper importants avec l'art traditionnel. Mais ils demandent au moins que ça tienne l'inflation, quoi. Et d'ailleurs, de Mhm. façon très empirique, je crois que sur les 40 dernières années, l'art contemporain a surperformé, à peu près performé le marché action. Tu vois? Donc ça veut dire que les gens qui avaient acheté le S&P 500 en 1983,
Et les gens qui ont acheté des œuvres d'art contemporaines, style Warhol et je sais pas quoi, ça a à peu près fait la même performance. Donc c'est plutôt bien parce que d'un côté, bah, tu as une œuvre d'art, enfin, un morceau de culture avec toi, et en même temps, si tu es obligé de le revendre pour des raisons diverses et variées, ben, du coup, ton argent a quand même fructifié. On parlait d'LPs, donc qui sont les limited partners, qui sont les personnes qui investissent en soi dans ton fonds. Souvent, ils arrivent avec des thèses et notamment des contraintes. Quelles sont-elles et à quel point ton fonds se différencie par exemple de ce qui existe déjà? Est-ce qu'il y a déjà plein de fonds comme le tien ou est-ce que c'est un des premiers? Et quelle est la thèse de ton fonds par rapport aussi aux limited Oui, partners? c'est une bonne question. Alors, l'environnement concurrentiel, entre guillemets, dans les fonds d'art digital, c'est assez facile parce que pour l'instant, il est quand même très, très nord-américain. Tu as quelques fonds qui sont aux États-Unis, qui prennent différentes formes d'ailleurs, qui sont soit des fonds, des vrais fonds, soit des vintage. Vous connaissez probablement Cosomo de Medici, il y a aussi 6529 qui en a un. Il y a surtout deux fonds qui sont assez connus. Il y a Curated.xyz qui est un vrai fonds, c'est-à-dire qu'ils ont levé 40 ou 45 millions de dollars il y a 2 ans et eux ils achètent des œuvres mais assez chères en fait. Ils achètent plutôt je sais pas, des Fidenza très chères, vraiment des pièces, mais vraiment des pièces assez rares, donc à des montants très importants, euh, 500 000, 1 million, etc. de dollars. Et le dernier, c'est Collab and Currency. Je sais qu'en Europe, il y a quelques projets de fonds. Il y en a probablement, hein, je ne les connais pas tous, mais il n'y en a pas encore qui sont vraiment live. Et donc pour nous, on était parmi les premiers sur le marché, en sachant qu'encore une fois, notre vision, c'est pas d'embarquer des centaines d'investisseurs, c'est une dizaine d'investisseurs à chaque fois par structure d'investissement, donc c'est pas non plus, on a encore le temps de voir venir, je dirais. Mais donc voilà, donc pour l'instant l'univers compétitif est plutôt aux États-Unis. En Europe, il y a quelques acteurs, mais pour l'instant personne qui s'est vraiment lancé de façon très forte. Et les contraintes que ces gens-là ont, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces contraintes, c'est les mêmes contraintes finalement que pour de la crypto. Enfin, plutôt, c'est le sujet crypto qui est numéro un. Et donc là-dessus, c'est facile, c'est si ils ont des limites d'investissement, on va dire, qui permettent de faire désolé de prendre le terme, mais il y a ce qu'on appelle le ratio poubelle. Tu as certaines structures, certains fonds d'investissement ou autres, qui ont en fait le droit d'investir dans leurs règles d'investissement, je sais pas, 5 ou 10% dans autre. Autre étant tout ce qui rentre pas dans les cases d'avant. Et donc nous, on est dans ce autre. Alors, on ne prend pas les 10% ou les 5%, on prend une toute petite partie de ce 5 ou 10%. Mais bon, comme c'est des montants importants, à la fin, pour nous, ça fait quand même des beaux montants qui sont investis, donc c'est sympa. Donc voilà, c'est le principal sujet, c'est la considération de la crypto, parce qu'encore une fois, de façon très à la fois sur la philosophie et sur le plan technique, c'est de la crypto. Mais est-ce que on t'interdit, je sais pas, on te dit, mec, genre tout ce qui est NFT de singe, c'est mort ou je sais pas, est-ce qu'il y a des contraintes peut-être spécifiques à des artistes ou, je sais pas, certaines cultures, Ouais, 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 je sais c'est pas. une bonne question. C'est une bonne question. Alors déjà, nous, ce qui se passe pour l'instant, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des produits qui sont des produits d'investissement pour les instituts qui sont très précis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un fonds classique où en fait les gens nous envoient de l'argent et puis on déploie sur 2 ou 3 ans. En fait, on crée des vintage avec une stratégie extrêmement claire et avec une allocation qui est définie à l'avance. C'est-à-dire que pour la faire courte sur le premier, pour vraiment le schématisme, mais je vais pas faire de la publicité, en fait, notre stratégie c'était on est en bear market. Donc ça veut dire en fait on a des œuvres qui ont des prix qu'on trouve relativement intéressants aujourd'hui. Et comme toujours, en marché, ce qu'on appelle en marché faible, il faut acheter les pièces fortes. Donc il faut acheter les blue chips, les pièces les plus iconiques déjà, celles qui sont déjà rentrées dans les musées, celles qui ont déjà une valeur culturelle importante, et donc souvent une valeur Qui ont de économique bonnes chances importante de aussi rester. voilà, qui sont quasiment sûrs de rester. Après, on peut discuter de l'évolution de leur prix. Est-ce que ça va rester comme c'est? Est-ce que ça va encore baisser? Ou est-ce que ça va monter? Mais au moins, on sait que d'un point de vue culturel, c'est déjà quelque chose qui a de la valeur pour des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes qui les reconnaissent. Il n'y a pas besoin de donner de nom, mais vous le savez, c'est des CryptoPunks, c'est des Fidenza, c'est des choses comme ça, qui sont déjà très installés dans l'écosystème. Donc, on fait ça et on fait un peu de Rising Stars, ce qu'on appelle, donc plutôt des artistes et des collections qui sont peut-être juste après, qui ont un potentiel d'appréciation assez important parce qu'ils ne sont pas encore au niveau de prix de ces œuvres-là, mais potentiellement, peut-être qu'un jour, ça deviendra aussi iconique que des Squiggle ou que des CryptoPunk ou autre chose. Donc voilà ce qu'on fait, et donc encore une fois, comme nos portefeuilles sont prêts à l'avance, on lève de l'argent sur la liste finalement qu'on a présenté à nos LPs, et donc finalement à ce moment-là, pour répondre à ta question, si le LPs il voit un truc qui lui plaît pas dans la liste, eh ben c'est simple, il n'investit pas.
soit pour des raisons effectivement esthétiques, soit pour des raisons philosophiques, je sais pas. Après, encore une fois, nous, comme on fait des produits vraiment très pour les professionnels, ça m'est jamais arrivé qu'il y en a un qui me dise ah non, t'es gentil là, ce truc-là, bon, je passe parce que c'est pas ce que je veux. Bon, donc pour l'instant, non, non, on n'a pas eu de refus là-dessus.